Ça va, Jando? Tu m'entends? Pourquoi j'ai pas le son? Hello Ariane, tu vas J'ai pas le son. bien? On est déjà en direct, il y a déjà des gens qui sont en train d'entrer. D'accord. Voilà, donc je propose que nous coupions nos caméras et micros, et puis comme ça on se coordonne, et puis on arrive D'accord. à 59. À tout de suite.
Jean-Dominique, bonsoir à tous. On ne t'entend pas. Voilà. Le père Jandot a plus d'un tour dans son sac à presque 60 balais. Et ben, je suis ravi. Des fois, peut-être que si je n'avais pas pu parler, ça aurait pu être un mal pour un bien, à vrai dire. Allez savoir. Mais toujours est-il que je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Ariane, merci d'être avec nous. Il fait plein jour dans tout le bout du monde, j'en suis sûr. Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend où sont les gens. Très J'ai bien. eu peur pour le Tout micro. a l'air de fonctionner. Selon la connexion Internet dont vous disposez, il se peut qu'à certains moments donnés, soit il y a un décalage entre le son et l'image, ou tout d'un coup, ça ne passe plus bien. La recommandation dans ces cas-là, c'est de vous débrancher et de vous rebrancher. Vous avez le lien pour accéder à la salle. Donc voilà, il suffit de se déconnecter et se reconnecter. Et puis, merci pour voilà, tous vos messages dans le fil de commentaires, qui est effectivement là où je vous suggère de poster vos réactions et vos questions. Moi-même, je me concentrerai beaucoup sur ce que vous allez dire, pendant qu'Ariane, avec le talent et la compétence qui sont les siens, va entrer dans des développements. Ariane, c'est vrai que tu nous as mis sur la piste de ce qu'il y avait à comprendre très tôt. La bonne nouvelle de ces phénomènes, c'est qu'ils sont intelligibles et qu'ils peuvent, le cas échéant, être mis en échec. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils tendent à durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le souhaiterait et qu'ils ne sont pas simples à arrêter. Donc, j'aimerais peut-être commencer par une question comme ça, un peu bateau, presque une question de journaliste, mais au bout de 3 ans de ce délire collectif, alors les délires collectifs, ça te connaît, tu les as étudiés de longue date. Pour la petite histoire, je fais juste une parenthèse, mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en Angleterre, il a été révélé notamment par le Daily Mail que tout un ensemble d'auteurs avait été mis sur la liste des sources préférées des terroristes. Et donc, dans les systèmes de surveillance en ligne, si vous alliez lire du Shakespeare, du Orwell, du Aldous Huxley, c'était un warning pour les systèmes d'espionnage qui nous surveillent tous que vous étiez peut-être en train de prendre une pente terroriste. Alors, Huxley et Orwell, à la limite, on peut le comprendre. Shakespeare, c'est particulièrement intéressant parce que s'il est une personne qui a étudié les côtés sombres de l'âme humaine, et peut-être qu'en relisant Macbeth ou Richard III, on peut effectivement avoir quelques clés de lecture quant à ce qui nous arrive. Donc, c'est dire vraiment le côté logique, quelque part, de ce délire dans son propre registre. Donc voilà, Ariane, pour commencer, j'avais envie de te poser la question, comment tu te sens au bout de 3 ans de cette histoire ? Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent? Est-ce que tu as plutôt l'impression que c'est totalement conforme à ce qu'on pouvait en attendre? Ouais, comment est-ce que tu te situes par rapport au décryptage que tu as produit et leur articulation avec la réalité des phénomènes telle qu'elle continue d'avancer? Alors, ce qui est compliqué, c'est que il y a une analyse des processus sur celle-là, je la maintiens et elle est là. Mais ce qui est compliqué toujours, c'est savoir quel décor ça va prendre. Quel est le nouveau théâtre qu'on va nous mettre en scène, voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai aussi des surprises. Alors, par exemple, j'ai pas de surprise du point de vue, par exemple, du développement des programmes de droits sexuels dans les écoles. Pas de surprise là-dessus. Mais j'ai des surprises, effectivement, sur la façon dont on peut nous mettre en scène les pénuries, la guerre. Voilà. Des surprises sur la,
la nature des théâtres qu'on nous donne à voir. Voilà. Donc, je crois que, encore une fois, nous n'avons vraiment pas tout vu et que nous devons vraiment avoir pour ambition de sauvegarder notre santé mentale dans toute cette affaire qui ne fait que commencer. Je pense qu'on a passé l'apéritif et que nous rentrons peut-être dans le plat principal. Il y a peut-être plusieurs plats principaux d'ailleurs, comme dans les gastronomies françaises. Ils ont l'air de vouloir varier les plaisirs, donc c'est vrai que, comme toi aussi, je m'attends à l'inattendu, c'est-à-dire que si on s'imagine que les prochains coups de boutoir vont arriver quelque part, on est à peu près sûr d'avoir faux, il faudrait être aussi pervers qu'eux pour imaginer où cela se passe. Donc on voit qu'actuellement, c'est surtout des explosions d'usines de produits polluants aux quatre coins du monde, et c'est vraiment une série. Alexandre Henrion-Côte demandait même, ne faudrait-il pas parler de pandémie d'explosion d'usines? Et après, probablement, étant donné ce que ça dégage dans l'atmosphère, avec l'intention de pouvoir justifier les problèmes de santé provoqués notamment par les injections géniques en disant c'est le fruit de cette pollution malencontreuse, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, dame, les accidents, ça arrive. Il y a l'histoire des insectes qui évidemment est aussi intéressante, je trouve, sur le plan symbolique et anthropologique, d'où l'importance effectivement de rester ouvert. Et puis alors, avec cette confusion, tu sais, moi je travaille pas mal en neurosciences, mais en essayant d'éviter leur côté trop réductionniste, mais il me semble qu'on a vu un double phénomène. Vous savez qu'on a deux systèmes principaux de conscience, on a associé ça à tort au cerveau droit et au cerveau gauche, mais on a un mode de pensée rationnel, analytique, on a un mode de pensée créatif ou imaginaire, et là ce qu'on voit, c'est que les gens qui se prévalent d'être les plus rationnels et cartésiens sont dans un délire total. Laurent Mucchielli a résumé le pitch de la doxa du Covid avec l'histoire des trois petits cochons. Il y a un grand méchant loup qui rôde, on est des petits cochons, on est obligé de s'enfermer chez nous et de se terrer sur la table, mais papa cochon va venir avec son grand fusil pour tuer le loup, le vaccin. Donc vous avez des gens qui sont éduqués, soi-disant rationnels et cartésiens, qui sont complètement déjantés, et puis je trouve un défaut d'imagination chez la plupart des gens. C'est-à-dire quand on essaie de les mettre sur les pistes de ce qui se passe, ils nous rétorquent souvent « mais je ne peux pas imaginer que, je ne peux pas croire que ». Mais qu'est-ce que ce psychisme collectif qui ne peut pas imaginer que des gens soient habités d'intentions malfaisantes et que ce qu'on a connu il n'y a pas si longtemps soit susceptible de se répéter? Donc, je ne sais pas, quelle serait ta lecture un peu de ces tensions psychiques-là? Sur le défaut d'imagination, le philosophe Günther Anders en avait déjà parlé. Sur le plan de la technologie, que nous n'étions pas capables d'imaginer de l'ampleur des dégâts que nous étions capables de créer. Et ça, je pense que c'est très juste. Je pense que nous avons une imagination réduite et qu'il faut au contraire essayer de nourrir. D'abord parce que cette imagination, c'est aussi notre lieu d'évasion par rapport au totalitarisme. C'est donc l'inverse du délire. Le délire, on le subit, l'imagination, on la crée, au contraire. Et je pense qu'on a... effectivement, on n'imagine même pas, par exemple, l'état dans lequel nous sommes, nous, sur la planète. Enfin, nous sommes dans un état vraiment très, très proche du gouffre, si on peut, si on n'y est pas descendu déjà très bas. Donc, et ça, c'est un défaut d'imagination aussi de notre part. Il y a une protection psychique parce que, encore une fois, le psychisme œuvre pour sa survie. Et sa survie, c'est dans l'immédiat. Donc, dans l'immédiat, si quelque chose le menace de désintégration, comme une nouvelle qui peut être trop choquante ou trop traumatisante, eh bien, le psychisme va simplement mettre des barrières et dire ça n'existe pas, ce fameux déni. Donc, ne jamais imaginer le pire. Et c'est au contraire en nous renforçant qu'on peut être capable de lucidité. En étant capable de lucidité, on peut donc être capable d'avoir des actions adaptées et pas rentrer dans de la panique. Alors, il y a effectivement cet affranchissement que tu avais souligné de longue date du principe de réalité et de la logique. On le voit récemment, Emmanuel Macron continue son travail de VRP pour les firmes pharmaceutiques et donc il est en train d'essayer de généraliser
le soi-disant vaccin contre le cancer du col de l'utérus en disant les pays où ça a été appliqué ont vu une disparition de cette maladie, ce qui est totalement faux. Quand on regarde les données, il n'y a pas de modification significative par rapport aux pays qui n'ont pas vacciné, mais le simple fait de pouvoir le dire, l'incantation devient substitutive au réel. Et ça, c'est quand même très, très frappant parce que, comment dirais-je, alors évidemment, on a tous des traits en ce sens. Ma fille de 15 ans vient de se brûler en retirant des toasts du four, la pauvre. Eh ben, c'est le four qui était trop petit, c'est pas elle qui a été inattentive ou qui a pas fait ce qu'il voulait. Là. Hein, la faute était forcément à l'extérieur d'elle-même. Donc, je veux dire, ça, c'est au cœur de notre psychisme, mais dans des proportions qui, normalement, sont quand même contenues par le principe de réalité, et puis par un certain impératif, j'imagine, mais malgré tout narcissique, de pas dire n'importe quoi. Et là, c'est comme si c'était complètement débridé. Oui, c'est sans limite. On a basculé dans une politique qui est sans limite au niveau des passages à l'acte et au niveau des paroles et de l'incohérence. Et c'est ça la déraison. La déraison, c'est l'absence de raison. Hein. Donc on est dans quelque chose de déraisonnable, de fou. Et la problématique, c'est que quand on est soumis à des figures d'autorité qui deviennent transgressives, qui encouragent les passages à l'acte, qui encouragent les discours incohérents, il est quand même très difficile de s'en protéger. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir fait tout un travail d'émancipation déjà par rapport à ses propres parents, à ses propres tuteurs, voilà, à l'illusion que ces figures d'autorité voudraient notre bien, encore une fois. Et tout le monde n'a pas fait ce travail d'émancipation. Et ensuite, au-delà même de ce travail d'émancipation, il y a aussi le travail de solitude par rapport au collectif. Il est beaucoup plus facile de reprendre le discours de la loi du plus fort ou du dominant. Comme ça, on est sûr de ne pas être exclu du groupe. Et il y a beaucoup de mimétisme. Et tout ceci, c'est quelque chose contre lequel nous devons lutter chacun au quotidien. C'est de ne pas accepter, parce qu'on aurait peur d'une solitude, d'une exclusion d'un groupe, ne pas accepter des discours incohérents ou faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, des attitudes tyranniques et transgressives. Et on voit que très peu de gens ont cette capacité, or elle est essentielle. Donc il y a beaucoup de gens qui sont entre les deux. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui commence, alors ils vont y aller. Donc ça, c'est très important. Et peut-être que c'est ces gens-là que nous devons travailler à renforcer psychologiquement pour que eux-mêmes y aillent sans attendre que quelqu'un commence à poser des limites. Parce que les limites au totalitarisme, c'est tous les jours dans notre vie quotidienne. Alors, il y a une question de Dominique dans le chat que je trouve vraiment intéressante et elle me donne envie de t'adresser celle. Alors, je sais que c'est vraiment une question lancinante de la situation dans laquelle on est, qui est celle de la responsabilité et de la déclinaison de la responsabilité. Martin Blachier, qui est cette soi-disant épidémiologiste français que j'aime bien suivre parce que comme il est assez girouette et qu'il est très opportuniste, ses mouvements indiquent assez bien d'où souffle le vent. La météo. Voilà, exactement. C'est la girouette au sommet du clocher. Et récemment, il vient de dire sur CNews, mais en haut lieu, tout le monde se rend compte qu'on a fait ce qu'il fallait pas et que la gestion a été assez catastrophique. Mais il n'ose pas le reconnaître publiquement. Et j'imagine que dans certains étages, quand même, je veux dire, tout ce qui a été fait est tellement contraire aux connaissances et aux bonnes pratiques qu'effectivement, on peut délirer un moment, mais tout le monde ne peut pas délirer tout le temps au même niveau. Par contre, donc Dominique pose la question, comment expliquer que ça tienne encore par rapport avec l'imposition des masques? Donc, il y a 150 études qui avaient montré que ça ne servait à rien. Il y a la revue Cochrane récemment. Alors, il y a eu une salve quand même inimaginable. La revue Cochrane, qui d'ailleurs a été infiltrée par Bill Gates il y a 2 ou 3 ans, ils ont éjecté Peter Gotche. La revue Cochrane, c'était un rassemblement de médecins pour faire contrepoids à la science corrompue par l'industrie en faisant des études indépendantes. Et il y a quelques années, ils ont été infiltrés par les fondations Gates, ils ont éjecté les mauvais esprits et ils commencent à produire de la pseudo-science. Mais toujours est-il qu'ils ont publié un article dans le Lancet récemment disant effectivement, il n'y a aucune preuve d'aucune sorte que les masques servent à quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on a vu,
c'est plein de médecins de plateau corrompus montés au créneau pour dire que cette étude ne valait rien, que les méta-analyses faites par la revue Cochrane ne voulaient pas forcément dire quoi que ce soit d'évident. Donc, tu vois, il y a même un travail de sape de ce qui, jusqu'à aujourd'hui, semblait le plus évident. Mais pour revenir à la question de Dominique, donc, aux hôpitaux universitaires en Suisse, ils viennent de lever plus ou moins l'obligation du port du masque, mais en disant en substance, il n'y en a plus besoin. Pas en disant ça n'a jamais servi à rien et ce qu'on a imposé pendant 3 ans était totalement nocif pour la santé des gens. Donc, comment est-ce que tu vois cette configuration? Parce qu'on imagine qu'il y a quelques personnes très sadiques et très lucides qui savent très bien ce qu'elles font et qui n'ont pas d'illusion quant au fait que ce qu'elles infligent à la population est de la maltraitance pure et dure. Il y a pas mal de gens qui sont dans le suivisme un peu lâche de la banalité du mal. Il y a des pervers refoulés ou des gens aux pulsions agressives qu'ils n'expriment pas en temps normal et qui du coup se disent youpi, le banquet est ouvert et qui peuvent avoiner à tout va. Mais comment est-ce que toi tu évalues un peu cette configuration et qu'est-ce qui permettrait, si tant est que les informations sortent que effectivement c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'on commence à s'en rendre compte en haut lieu, quel serait le mouvement grégaire qui pourrait inclure le détachement d'un certain nombre de leaders d'opinion ou de personnalités importantes pour éventuellement créer un mouvement, si tant est que ça soit possible? Alors, donc là, on va faire un petit peu des possibles pronostics. Dans l'idéal, et je ne pense pas que c'est l'idéal qui va se produire, dans l'idéal, il nous faudrait passer par la case justice. Cette case justice doit rendre à chacun ses culpabilités diverses et variées. Sachant qu'encore une fois, on ne l'a pas fait correctement après le nazisme et qu'on est en train d'en payer les pots cassés. Donc, parce que, encore une fois, on a donc des fous furieux, effectivement, qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont une intentionnalité de nuire. Ça, leur responsabilité, je pense que c'est très important qu'elles soient engagées. Encore une fois, je me rappelle dans les années 2010, je travaillais avec des avocats, professeurs en droit pénal d'université, pour dire attention, pour le coup, la paranoïa doit... on ne peut pas exonérer de sa responsabilité de la paranoïa parce que le paranoïaque, il a beau être psychotique, il sait qu'il est en train de nuire. Donc, c'est l'intention de nuire, il l'a. Et le problème, c'est que quand on fait intervenir la psychiatrie, au niveau pénal, elle exonère tout le monde. Hein. C'est facile. Enfin, c'est une expérience que j'ai vécue dans ma propre famille, donc je suis bien, bien au courant de cette problématique. Donc, pour un crime. Donc, la question, c'est on doit considérer que, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres responsables. C'est honorer les êtres humains de considérer cette responsabilité. Et pas dire, ah ben non, vous, à l'époque, vous étiez manipulé, etc. Si on se rend hommage en tant qu'être humain, on note cette responsabilité, on la fait valoir. Donc, passer par la case justice, ça voudrait dire qu'il faut commencer à définir des responsabilités. Donc, les responsabilités en haut sont très claires, puisque les responsables qui ont l'intention de nuire et qui savent la portée des conséquences de leurs actes et qui même ont une jouissance des maltraitances, la responsabilité est engagée. Maintenant, la problématique, elle est pour toute la grande partie de la masse dans la population qui est également responsable. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'État a dit aux médecins, oh, ben, vous n'êtes pas responsable, on va porter la responsabilité, allez-y, allez-y. Ça, c'est allez-y, allez-y, c'est en moment totalitaire, parce qu'au moment où on va remettre la justice dans les rails, ça n'est pas tenable. Je veux dire, si en conscience, on savait qu'on était en train de créer des dommages à quelqu'un ou de maltraiter quelqu'un ou de... Voilà, eh bien, on est responsable. Et donc, il va falloir essayer de peser et de réfléchir. C'est un haut sujet sur lequel je travaille avec Virginie Darrow-Recchia. Je dis très important. Mon avocate. Parce que, exceptionnelle, parce que, pourquoi c'est très important de travailler sur ça? Parce que je pense que ça n'est pas la case qui va être choisie par la population. La case qui va être choisie par la population, c'est à un moment donné plutôt des passages à l'acte violent. Et
en particulier par des gens qui vont avoir besoin de laver leur propre passé pas très clair et qui vont devenir des super résistants, entre guillemets, et qui vont agiter, être des agitateurs de foule. Et je crois que c'est très important de savoir que de toute façon, on ne résout pas un problème totalitaire en se comportant de la même façon. Donc ça me paraît très important. Donc ces responsabilités au milieu de la population, eh bien, il faut établir des critères. Parce que finalement, encore une fois, on n'aurait eu que des fous furieux, mais auxquels personne n'aurait obéi, en disant t'es un fou furieux, ça va pas. On m'a raconté une anecdote comme ça, hein, où apparemment au Pérou, les médecins sont vraiment élevés contre le gouvernement, en disant attendez, envoyer les gens avec de l'acétaminophène chez eux, c'est pas soigné, ça. Vous gardez vos protocoles. Et le gouvernement était très embêté. Et si l'ensemble de la population et de ceux qui avaient des responsabilités avaient réagi comme ça, bah, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Des tyrans, ça n'agit que parce que c'est obéi. Voilà. Donc il y a ces questions de savoir quels sont les critères, l'intention, connaître les conséquences de ces actes. Voilà, c'est un petit peu comme parce qu'il ne faut pas oublier que des populations vulnérables sont exposées, ont été exposées, des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, des handicapés mentaux, parce qu'il se passe des choses qu'on me rapporte qui sont absolument terrifiantes. Et donc, c'est notre responsabilité à tous d'empêcher, autant que faire se peut, des maltraitances, des diverses transgressions, voire des crimes. Et donc, c'est très important de garder ça à l'esprit, parce qu'un jour ou l'autre, le délire retombera de toute façon et il faudra rendre des comptes. Il y a une question qui, moi, me paraît aussi évidente, c'est celle que quand on occupe des positions de responsabilité, il y a un ensemble d'avantages qui vont avec. Pour la petite histoire, les médecins hospitalo-universitaires en Suisse sont très grassement payés. Il y a eu il y a quelques années un médecin chirurgien qui, sur un plateau télé, a brandi sa feuille de paye pour prouver qu'il gagnait pas tant que ça, et c'était 600 000 € par an. C'était pour justifier le fait que non, il gagnait pas tant d'argent que ça. Ce qui déjà était un espèce de happening comme ça, de passage à l'acte assez intéressant. Mais donc, pour moi, quelqu'un qui démontre quand même qu'il était quand même plus du tout dans la réalité non oui, plus. Quoi. Oui, exactement. Mais bon, c'est un chirurgien pionnier de la transplantation d'organes, donc c'est des gens qui sont assez mégalos et assez voilà, maîtres du monde. Mais en même temps, pour moi, le discours tient. C'est-à-dire que quand on a la responsabilité d'une collectivité, quand on est payé ces salaires-là, on a un devoir de diligence particulièrement aigu, alors qui vient d'être nié par le Conseil d'État en France. Tu sais que dans l'exonération d'Agnès Buzyn des charges qui pesaient contre elle, les conseillers d'État ont estimé que le fait d'être ministre de la Justice n'impliquait pas d'avoir un devoir de vigilance particulier par rapport à la population. Hein. Il suffit d'être raisonnablement... donc voilà, il y a vraiment une dénégation de ça, mais ça m'amène sur la question suivante. Parce qu'effectivement, la question du masque est tout à fait caractéristique. C'était évident depuis le début que ça ne servait à rien et que ça avait beaucoup plus d'effets négatifs, que d'effets positifs, mais il n'y avait pas d'effets positifs, on le savait déjà. Pourtant, il y a eu cette espèce de fantasme collectif que c'était un des moyens de protection des petits cochons. Et puis, avec quelques parents d'élèves, on a porté plainte contre l'État de Genève devant la justice locale. Alors évidemment, c'est des notables qui défendent les notables à ce niveau-là. Des fois, dans les échelons supérieurs, il peut y avoir plus d'intégrité judiciaire. Mais la réponse du juge était, écoutez, vous êtes bien gentil, mais dès lors que l'OMS recommande le port du masque et que l'Office fédéral de la santé publique recommande le port du masque, comment est-ce que moi-même, petit juge premier recours d'un canton, je pourrais donner tort à ces organismes. Et donc, ça, c'est... Alors, il faut savoir qu'à exactement au même moment, à Weimar, en Allemagne, un juge lisait les dossiers, convoquait des experts et levait l'obligation du masque séance tenante. Il a eu 7 perquisitions policières dans les 15 jours qui ont suivi. Est-ce un hasard ou pas? Peut-être, peut-être pas, mais toujours est-il que pour revenir au point central, ouais, comment vivre dans une situation où les figures ou les organisations d'autorité qui devraient être celles qui tranchent en faveur de l'équité et de la justice sont elles-mêmes complètement corrompues et dans une mentalité collective qui refuse de le voir. C'est la situation totalitaire, elle est comme ça. C'est plus, je pense, même la mentalité collective est complice de tout ça.
C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a en nous une fascination pour l'horreur, le chaos, et on voit des gens d'ailleurs le souhaiter. Et je pense que cette fascination, elle existe dans la majorité des gens qui ne sont pas, qui ne sont plus, structurés correctement aujourd'hui. Et donc, il y a comme une sorte de facilité à régresser dans la haine, dans la recherche de boucs émissaires, c'est pas moi, je suis pas responsable, c'est l'autre, etc. Et une désignation d'ennemi, on sait que la désignation de l'ennemi, elle vient parce que le groupe, justement, ne tient plus debout, n'a plus de lien correct, et donc il va falloir se souder autour d'un ennemi le plus innocent soit-il, si possible, comme ça il pourra porter toutes les fautes du groupe. Euh, et je pense que c'est la situation totalitaire, mais toujours les pires, les plus médiocres. Et d'ailleurs, en fait, elle est fabriquée, cette situation. C'est-à-dire qu'elle est fabriquée de longue date. De longue date, on a congédié. Moi, quand je travaillais dans les prisons, je travaillais longtemps dans les prisons françaises, je formais à la prise en charge de la délinquance sexuelle, je formais des surveillants de prison, j'intervenais aux travailleurs sociaux, je faisais des supervisions. Il y a eu un moment, il y a eu un certain président de la République qui est arrivé et qui a changé tous les procureurs. Donc, il a changé tous les procureurs, il a mis tous ses copains. C'était évident pour tout le monde. Donc, à partir de là, ça fait très longtemps qu'il y a une préparation du terrain. Et c'est quand le terrain est prêt, suffisamment prêt, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une réelle guerre contre les peuples avec des infiltrations de soldats, comme le cheval de Troie. On fait rentrer dans Troie des soldats grecs. Et ces soldats, une fois qu'ils sont bien planqués, etc., quand on va leur donner le signal, ils vont déclencher la guerre, les faux experts, l'influence idéologique, la zizanie aussi. C'est très important d'aller semer la zizanie dans des universités, dans des collectifs qui fonctionnaient bien. Et ces soldats étaient silencieux avant, mais ce sont des soldats payés, comme les armées de trolls sont payées pour nous nuire, pour nous diffamer, etc. Ça fait partie d'une stratégie de guerre, mais qui n'est pas entre des États, qui est effectivement contre le peuple et qui essaye d'activer et d'engendrer dans le peuple la guerre civile, parce qu'effectivement, diviser pour mieux régner, une fois que les gens se tapent dessus pour n'importe quel prétexte, on n'a plus rien à faire, qu'ils fassent le travail, en plus c'est gratuit. Oui, Robert Malone a parlé récemment d'une guerre de cinquième type. Effectivement, Lance Stephen-Smith, qui a beaucoup travaillé sur les soi-disant théories du complot, a montré que c'était une étiquette qui visait à cacher des crimes d'État contre la démocratie. Actuellement, il y a des crimes d'État contre les populations qui sont en train de se dérouler. Évidemment que la question qu'on se pose tous, et puisque toi-même tu es une experte de ces questions, mais que tu as aussi instruit des cas, tu es intervenu devant les tribunaux, tu es intervenu dans les entreprises, les journalistes et les médecins, il y a une question sur les vaccinodromes à Genève. Et donc, l'association des médecins de Genève a créé des vaccinodromes pour pouvoir vacciner le plus de gens le plus rapidement possible, et ils étaient tout contents d'avoir mis ça sur pied. Des journalistes qui quand même, au départ, ont une certaine culture générale, mais on sait que c'est pas une protection contre les dérives totalitaires. Une fois qu'on est pris dans la dérive, qu'on est pris dans le délire, on y est pris. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des ferments de conscience chez ces gens-là à la faveur du doute? Aujourd'hui, je crois que plus personne ne considère que la campagne vaccinale, à part le président de la Confédération qui a expliqué à quel point ça avait été un succès. Mais dans la population, les gens ne se font plus vacciner, ils se posent beaucoup de questions, ils se disent c'était à refaire, je le referai pas. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des leviers ou des comment dirais-je, des briques qui branlent dans les défis chez ceux qui ont participé de bonne foi, j'ai envie de dire, ou plutôt polarisés dans une haine des antivax, des coronasceptiques et des complotistes, ou bien est-ce que le besoin de préserver la conviction d'avoir eu raison est génériquement inébranlable? Comment est-ce que tu évaluerais un peu ce genre de cas? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Le premier, c'est la mauvaise conscience. Et la mauvaise conscience, c'est un problème vraiment de fond, parce qu'il faut vraiment faire preuve d'énormément d'humilité pour se dire tout simplement j'ai merdé. Surtout avec des conséquences qui pourraient entraîner ma culpabilité réelle et ma culpabilité estimée par les autres citoyens. Que si on parle qu'à un moment donné, il va falloir mettre de la justice dedans,
il y a plein de gens qui n'ont certainement pas envie d'être condamnés. Et quand bien même, ils ont été pris, ils ont fait ça de bonne foi, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attitudes doubles, des attitudes de dissimulation, et que nous entrons dans cette ère des dissimulations où chacun va dissimuler ses convictions, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Et on ne va plus y voir clair du tout, parce que tout le monde a peur des conséquences d'être dans un camp ou dans un autre. Parce que c'est de ça dont ça parle. Parce que selon qui va gagner, entre guillemets, voilà. Et c'est notre poison est là. Et la peur, c'est la peur d'être estimé coupable, c'est la peur de sa mauvaise conscience, c'est la peur aussi quand même, parce que pour des professionnels qui sont censés connaître leur sujet, manifestement, il y en a beaucoup qui ont fait n'importe quoi. Il y a aussi le trauma du désendoctrinement pour certains, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'endoctrinement, donc c'est traumatisant. Ils se rendent compte qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ont été capables, par exemple, de faire des choses ou de dire des choses qu'ils n'auraient pas cautionnées en d'autres moments. Donc tout ça peut créer de la déflagration traumatique, voire des idées suicidaires. Donc on a des tas de configurations qui sont compliquées aujourd'hui. Et ça va être pareil pour tous les autres sujets idéologiques. Alors, Xavier Bazin, le journaliste scientifique, qui fait vraiment du bon boulot, a publié récemment un livre qui s'appelle Anti-Vax toi-même, et dans lequel il couvre toute l'histoire des vaccins. Et ce qu'il montre en substance, c'est que les médecins n'ont aucune idée de la vaccinologie. Ils ont 3 heures de formation dans leur cursus qui se résume au calendrier vaccinal à l'intérieur de ce dogme qui est historiquement et sanitairement faux, que les vaccins ont permis d'éradiquer la plupart des maladies infectieuses. Ils ont pu parfois jouer un rôle, mais c'est évidemment l'amélioration des conditions d'hygiène et surtout de l'alimentation qui ont fait toute la différence. Et puis, il citait le responsable du développement des vaccins chez Sanofi, lequel disait, mais vous savez, on n'a aucune idée de ce qui marche dans un vaccin. C'est pour ça qu'il faut 10 ans de développement. Parce qu'on va avoir plein d'idées en disant peut-être que ça va marcher, peut-être ça, mais au fond, on ne sait pas ce qui fait qu'un vaccin marche ou qu'il ne marche pas. Donc si le responsable du développement des vaccins chez Sanofi est dans cette humilité et que les médecins de terrain, eux, sont vraiment dans une religiosité, dans un dogme, le vaccin a sauvé... Sont dans la peur. Je pense qu'ils sont dans la peur. On sait les persécutions de l'ordre des médecins. Olivier Soulier, là on a fait les frais encore récemment. On sait les persécutions de l'ordre. Ils ont peur d'être désignés à la vindicte, ils ont peur que leur cabinet soit fermé, ils ont peur d'avoir des problèmes. Mais parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes, on ne veut pas avoir de problème, tout le monde se tait. C'est basiquement ça qui se passe. Alors, il y a ce côté-là, mais j'ai eu l'impression de sentir aussi un fanatisme en fait de nature religieuse, notamment chez les scientistes. On n'ose plus utiliser le mot de scientifique, et vraiment avec quelque chose qui ressemble totalement à une institution religieuse en pleine dérive autoritaire et abusive. Et donc là encore, où l'adhésion au dogme est, comment dirais-je, est le bien le plus élevé qu'un participant du système puisse jouer, et donc il ne remettra jamais en cause le dogme dès lors que tous les autres y croient aussi. Oui, mais c'est comme ça que ça nous a été présenté politiquement. Les mauvais citoyens étaient ceux qui ne croyaient pas à la solution miracle, qui mettaient en doute la solution miracle. Il y a quand même toute une ingénierie, une construction du discours sous l'angle de vous êtes en danger de mort et la solution, c'est le fétiche. C'est l'objet fétiche, c'est comme très archaïque, quoi. C'est le truc. Et ça a été mis en scène dans les publicités, ça a été mis en scène dans tout le conditionnement de la manipulation de masse. Et je pense que pour beaucoup, en tout cas dans le monde médical, c'est un monde, il me semble, moi je l'ai fréquenté à travers la psychiatrie, mais ce monde-là, en tout cas en France, est un monde très hiérarchisé et très maltraitant. Il y a beaucoup de maltraitance en chaîne, il y a des bizutages, il y a des choses qui se passent sur les internes en médecine. Et il y a un savoir dogmatique qui leur est donné, mais on leur demande d'avaler ça.
c'est pas le haut lieu de l'académie platonicienne où on va nourrir son esprit critique et commencer à pouvoir mettre en question le chef de service. Le chef de service, il arrive, il fait ses visites, tout le monde doit le suivre, tout le monde doit se taire, lui dire amen. Et c'est ça le milieu médical. Donc il y avait déjà un préconditionnement. Et c'est aussi un milieu très infesté par les laboratoires pharmaceutiques. Et ces laboratoires pharmaceutiques savent très bien. J'ai une personne qui m'a expliqué, qui était visiteuse médicale, ils connaissent très bien comment identifier les profils de médecins. Donc, par exemple, s'ils identifient un médecin pour qui l'éthique, c'est important, eh bien, on va lui vendre une fondation avec des jolis principes, etc. S'il y en a un autre, c'est plutôt l'argent, on va lui donner de l'argent. Donc, il y a quand même quelque chose du business aussi qui vient contaminer. Donc, il y a cette tradition ancestrale du maître avec M majuscule et des bizutages et de la maltraitance et aussi, je pense, sont des études qui sont assez compliquées, assez difficiles, voilà, donc où il y a beaucoup de pression et de charge mentale. Et il y a aussi de l'idéologie qui est véhiculée. Enfin, on voit très très bien quand on prend, encore une fois, je parle du domaine que je connais, la psychiatrie ancestrale, la psychologie ancestrale et les livres, et maintenant ce qui se donne à voir, et les manuels internationaux de psychiatrie, on voit très bien à quel point c'est trafiqué. Donc, il y a aussi ça, il y a de l'idéologie qui est insufflée, mais comme à l'université, donc c'est très compliqué maintenant de faire la part des choses et de savoir à partir de quand a commencé le mensonge, où est le mensonge, quand, comment. Et je crois que ça, dans tous les domaines, ça devient très, très, très ardu. C'est pour ça que des fois, je préfère revenir vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai moins des textes, voilà. Je ne sais pas s'ils sont authentiques, mais bon, il y a une cohérence. Merci. Il y a une question qui est posée dans le fil de commentaires qui est intéressante autour de la question de la place du père. Alors, en l'occurrence, Anne se réfère à l'Évangile qui dit finalement Joseph disparaît à un moment donné, on ne sait pas grand-chose sur lui, il ne dit pas une seule parole dans l'Évangile, il est très taiseux, même si on considère qu'il est juste et protecteur de la Sainte Famille. Mais après, une fois que l'action commence, voilà, c'est Jésus et sa maman et ses disciples, mais le Père, il n'est plus là, sauf le Père qui est aux cieux. Mais c'est vrai que se pose une question intéressante autour de cette déstructuration des rôles de l'homme et de la femme, de la différence des sexes, de la différence des générations, et c'est un peu comme si tout d'un coup il y avait cette béance du mec qui peut taper sur la table avec des muscles suffisants pour le faire et que ça impressionne suffisamment. Et alors oui, Charles mentionne une affaire intéressante. Il y a eu le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Dordogne qui a fait une lettre ouverte tout à fait remarquable et qui a démissionné dans la foulée parce qu'il n'était pas soutenu par ses collègues. Donc c'est comme s'il n'y arrive. Et on voit bien aussi sur le plan de l'opposition politique, il n'y a personne de crédible qui pourrait s'opposer à Macron, ou en Angleterre, qui pourrait s'opposer aux différents pantins qui sont nommés par l'oligarchie. Est-ce que, ouais, enfin, c'est une question évidemment très, très vaste et générale, mais comment est-ce que tu verrais cette question de cet effondrement du principe de réalité et de la bonne foi et du bon sens et ce vide? Oui. J'ai écrit il y a quelques années un livre très important, très très important, qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité. Et en fait, dans le même temps, alors, il y a encore Ah, super. Quelques années encore auparavant, c'était une époque où j'allais, je sais plus, vers 2010, par là, j'allais pas mal au Canada. Et un jour, donc, je travaillais beaucoup sur le harcèlement. J'étais invitée là-bas à faire des conférences, je faisais des expertises, des audits, des machins. Et j'écrivais un livre, donc un petit livre, ça a commencé par un petit livre sur l'autorité. Et en même temps, j'écrivais mon livre sur le harcèlement, j'écrivais les deux en même temps. Et je me disais, mais c'est quoi le rapport? Et donc, c'est au Canada que j'ai eu la révélation du rapport qui a l'air évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est le truc qu'on a sous le nez, qu'on voit pas. Et ben, le rapport, c'est que le harcèlement ne peut se développer que dans des contextes où il n'y a plus d'autorité. C'est-à-dire, soit c'est devenu autoritaire, c'est-à-dire que le harcèlement devient en fait un outil de l'autoritarisme, mais l'autoritarisme, ce n'est pas l'autorité. Soit c'est devenu laxiste, et donc le harcèlement, il faut y aller, les gens ne rencontrent pas de limites. Et ensuite, à partir de là, j'ai travaillé vraiment à l'époque avec les entreprises, à leur faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'écrire des règles,
mais qu'il fallait qu'elles soient appliquées, qu'il fallait que des gens les incarnent. Et parfois, on rendait grandement service à quelqu'un, par exemple, qui commençait à déraper et à harceler. Il rencontre une limite, il se remet droit. Il ne la rencontre pas, il continue de dégringoler et de devenir le pire harceleur qui soit. Et ça, c'est la responsabilité collective. Et ça, c'est là où je crois que si nous avons une leçon, un enseignement à prendre de tout ce qui se passe, c'est que ce qui se passe ne se passe que parce que nous l'autorisons. Et que collectivement, nous acceptons que des gens aient été suspendus sans revenu, par exemple. Collectivement, nous acceptons la maltraitance des enfants. Et je trouve que c'est réfléchir à cette question de la régulation, le contre-pouvoir, il commence par nous-mêmes. À quel endroit sommes-nous? Assistons-nous à quelque chose qui ne nous convient pas? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on ne le dit pas? Est-ce qu'on est en train de se taire? Est-ce qu'on n'est pas en train de se taire? Et chaque terrain que nous cédons, en fait, est du terrain que nous cédons au harcèlement, qui encore une fois, qui est la méthode du système totalitaire. Donc l'autorité, oui. En même temps, pourquoi il n'y a plus d'autorité partout, hein? C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est dans tous les domaines. Là, on nous a présenté des faux experts, tout le monde se vaut, la parole de tel expert qui est incontestable dans son domaine vaut la parole de Tartampion. Enfin, on voit bien que il y a complètement, les gens sont complètement perdus et ça nous amène à la fin à l'inversion des générations, c'est-à-dire au fait que eh bien, puisqu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'adultes protecteurs et que nous allons finalement confier leur propre protection aux êtres les plus vulnérables, aux enfants, et puis ils vont se protéger eux-mêmes, hein, de nous-mêmes en fait. C'est à peu près ça que ça donne. Et donc c'est fondamental, cette fonction d'autorité, elle a aussi à voir, je pense, bien sûr qu'elle a, c'est une fonction symbolique, incarnée par la loi, incarnée par les institutions, qui ont perdu toute légitimité là, incarné par celui qui est censé avoir le savoir et le transmettre, etc. Et on voit bien que tout ça a explosé dans tous les sens. Et ce n'est que en remettant cette fonction symbolique, d'où le fait que je pense que c'est très important à un moment donné de repasser par la case justice, mais pour remettre des choses symboliques. C'est quoi l'autorité? Donc dans mon livre sur l'autorité, je donne ces fonctions, une fonction de séparation. C'est-à-dire que ça permet de séparer, de décoller, de remettre des interdits, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc c'est une fonction de protection aussi des uns et des autres. Puisqu'on a le droit de faire des choses, on n'a pas le droit de faire d'autres choses. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental à comprendre. C'est vrai. On voit d'ailleurs que dans les oppositions, il y a quelques grandes figures d'autorité malgré tout qui cherchent à s'exprimer. Il y a Didier Raoult, il y a Peter McCullough, il y a Robert Malone, il y a Robert Kennedy, bien sûr, que certains poussent à se présenter à l'élection présidentielle américaine. Je ne suis pas sûr que c'est dans le jeu politique que ça se résoudra. Mais une époque où les philosophes, ceux qui sont présentés comme les philosophes sont Bernard-Henri Lévy, Raphaël Enthoven et Michel Onfray, effectivement, on peut quand même mesurer le type de simulacre dans lequel on est et la volonté justement de salir cette figure d'autorité en nommant des charlots à la tête. Il y a cela dit un truc intéressant à Marseille. Tu sais qu'il y a un tueur à gages qui a été missionné par Macron qui s'appelle Crémieux pour faire toutes les misères du monde à Raoult. Il a cherché à obtenir de Raoult le fait qu'il signe une tribune disant que tout le monde devait se faire vacciner. C'est au moment où Raoult a refusé que tout le harcèlement administratif s'est déclenché contre l'IHU. Hélène Stroll, épouse de Michel Maffezoli, qui est inspectrice générale à la retraite des affaires sociales, tu vois, dit que c'est vraiment du harcèlement administratif stalinien, je veux dire, ce qu'il a subi comme salve. Mais ce qui est intéressant, c'est que Crémieux vient d'être mis en examen. Et donc, on voit que l'énormité de la chose fait quand même que l'espèce de blanc-seing qui se sont cru avoir et une licence quasi totale n'est pas entièrement illimitée. Mais alors, oui, il y a une question de Guy que j'ai envie de te poser, où il dit « La guerre des perceptions et de nos repères va se poursuivre. Peut-on se référer à la pensée stoïcienne pour acquérir du recul ?» Quels sont ces points d'ancrage historique et sur lesquels on peut aller chercher quelque chose qui nous requalifie dans notre rencontre du réel et nos possibilités de résistance? Oui, bien sûr, pour les stoïciens et tout ce qui va nous aider à prendre la distance,
J'invite les gens à venir à l'atelier Savoir des anciens une fois par mois, où nous faisons exactement ça. Et nous allons chercher des grands textes dans des périodes compliquées, de grands auteurs. Donc là, samedi dernier, on a parlé de Thucydide, donc en pleine guerre du Péloponnèse, guerre civile entre Athènes et Sparte. C'est n'importe quoi, ça finit en charpie. Bref, il y a la dite peste d'Athènes avec le typhus. Enfin, Et bon, oui. beaucoup de choses qui ressemblent à ce que nous vivons aujourd'hui. Et le génie de Thucydide nous fait du bien. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup, personnellement, aux grandes œuvres d'esprit qui ont traversé les siècles et qui ont été recopiées par des moines assidus et qui se les sont envoyés entre monastères, parce que je crois qu'on a des solutions pour nous là-dedans. Déjà, la première, c'est de comprendre que la nature humaine, elle, n'a pas changé, elle ne changera pas. Et donc c'est déjà une première distance très importante. Je pense qu'il faut éviter de se laisser trop intoxiquer par la désinformation de tous les côtés, parce que moi j'ai quand même la sensation qu'il y a aussi de la désinformation de part et d'autre. Bien Donc sûr, c'est bien très sûr. important de prendre de la distance, de revenir à son moment présent, parce que sinon on a vite fait de, encore une fois, basculer dans une angoisse exponentielle de laquelle il est très compliqué de se tirer et qui de toute façon ne nous apportera aucune solution. Donc il faut revenir à son quotidien, revenir à son présent, et puis renforcer en soi les capacités de prise de distance avec ce que nous vivons. Donc la philosophie stoïcienne pour cela est vraiment excellente également, en nous rappelant de toute façon que nous n'en avons pas pour très longtemps. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on utilise bien nos journées et peut-être pas utiliser nos journées à nous faire manipuler dans l'angoisse. Ça n'a aucun sens. Donc chacun doit essayer de trouver des outils. Moi je crois aussi que dans une période extrêmement laide et confuse, remettre la beauté comme étant l'une de nos priorités, la beauté de la nature, l'harmonie. On n'est que dans des périodes de zizanie, de disharmonie, voilà. Donc reprendre aussi l'art et les chefs-d'œuvre artistiques, ça ne me paraît pas du tout superflu. Voilà. Parce que, encore une fois, on ne sera utile à rien si on n'a pas sauvegardé sa santé mentale. Voilà. Alors ça me lance sur un autre sujet sur lequel je me réjouis de t'entendre. On a, toi et moi, eu un vif intérêt pour la pensée mythique par des chemins différents. Moi-même, c'est dans le cadre de l'anthropologie de l'imaginaire. Et si tu veux, des anthropologues ont déjà requalifié à l'époque, où d'ailleurs les psychanalystes et les philosophes le faisaient, mais la pertinence du mythe. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que la pensée mythique était une pensée pré-logique, jusqu'au moment où on s'est aperçu que c'était un tableau de valeurs complexes qui décrivait extraordinairement bien le réel, dans son langage à lui, bien sûr, avec une question très forte, il t'en souviendra, au sein des populations humaines, c'est-à-dire quand on regarde les grands mythes historiques, est-ce qu'il s'agit d'une mythologisation de l'histoire ou une historicisation du mythe? Est-ce qu'il y a des patterns narratifs qui préexistent et après on les plaque sur des événements réels, ou est-ce qu'on prend des éléments réels et on les mythifie dans des grands corpus de narration? Et cette question n'est pas tranchée aujourd'hui, en fait une interdépendance entre ces deux niveaux, mais avec effectivement une pertinence de la pensée mythique qui a conduit un éminent confrère à dire « le mythe a cela de supérieur à l'histoire qu'il dit vrai ». C'est-à-dire que l'historien, par son travail sémiologique, réaliste, ne peut qu'être approximatif, alors que le mythe peut être tellement incandescent dans le fait de décrire des réalités humaines qu'il est criant de vérité, mais évidemment qu'il faut certaines clés de lecture et de compréhension pour entrer. Et derrière moi, j'ai effectivement les œuvres de mythodologie de Gilbert Durand, repris par Michel Maffezoli ensuite, où il cherche au fond à repérer quels sont les substrats mythiques qui sont en travail dans le collectif, d'une manière qui permette d'avoir accès finalement à cette dimension immatérielle, mais qui surdétermine beaucoup les réalités humaines. Et je sais que toi-même, tu es d'accord de nous en parler, j'en serais le premier avis, mais tu viens de publier un nouvel ouvrage autour de cette question. On sent aussi que, évidemment que l'épidémie, elle a plusieurs avantages dans une intention terroriste. La première, c'est qu'il y a une mémoire archaïque de désastres humains qui étaient liés à ça, chez nous avec les pestes et les grandes épidémies, mais aussi par la colonisation. Il y a des cultures, enfin des peuples qui ont été
exterminés parce qu'ils n'avaient pas d'immunité face à de nouveaux agents infectieux. Et puis, il y a cette idée de l'ennemi invisible. Hein, nous sommes en guerre, l'ennemi invisible est là. Et ça, évidemment, pour le psychisme, c'est le plus flippant. Si tu sais qu'un mammouth est dangereux, ben, il n'y a pas de mammouth dans l'environnement, t'es peinard. Mais si le mammouth est invisible et qu'il peut déjà être là, là, c'est la panique maximale. Et on sent que les autorités ont exploité ça dans de l'ingénierie sociale, avec des narrations extrêmement bien pensées. Donc, est-ce que tu es d'accord déjà de nous parler du livre que tu as sorti sur sur l'intérêt de la mythologie? Et deuxième question, quelles seraient tes clés de décodage de cette narration qu'on nous a créée et qui est totalement en décalage avec le réel, mais qui a tellement bien pris dans l'imaginaire collectif au point de en venir à coloniser les facultés rationnelles qui se sont adaptées à la fiction au détriment de l'observation? Oui. Alors, je viens de publier un livre qui s'appelle Vaincre ces monstres par la mythologie. Vaincre ces monstres intérieurs. Donc, je reprends des grands mythes de la mythologie grecque pour expliquer comment, en fait, il nous parle de ces monstres. C'est en général absolument épouvantable, qui sont aux confins de la cité, qui dévorent tout le monde, qui déchirent des corps. Enfin bon, c'est toujours des looks absolument évidemment effroyables. Comment eh bien, ça nous parle de nous. Donc de ce point de vue-là, je pense que bon, essentiellement, je connais très bien la mythologie grecque, mais je pense qu'il y a toujours une universalité derrière les mythes. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça nous parle de nous, ça nous parle de notre rapport aux autres. Et effectivement vivre ensemble. Donc ça, c'est la puissance des mythes à travers des images, bien sûr. Donc j'essaye de décoder à ma façon ces mythes grecs et qu'est-ce que ça peut nous enseigner sur nous-mêmes et comment nous pouvons continuer à travailler sur nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, si ce monstre totalitaire dont Kessler et Hannah Arendt disaient que c'était une mère qui dévore ses propres enfants, donc là c'est une mère ogresse, hein, eh bien c'est une sorte de Médée, quoi. Eh bien ça n'est rendu possible que parce que ça nous a traversé, et ça nous traverse et qu'on le laisse faire, et que précisément la fonction du héros mythologique, c'est de rétablir la fonction d'autorité par rapport à ces monstres dont on parlait. C'est avec la grande épée tranchante, dire un clac, terminé, je te coupe la tête, quoi. Voilà. Et en fait, je crois que ces monstres, ils représentent, et donc ça, je fais le lien avec la deuxième question, effectivement, cet effroi ou cette épouvante ou cette agonie dans laquelle nous tombons quand on nous fait croire que la situation est sans issue. Parce qu'effectivement, nous sommes en danger de mort, un vilain méchant virus, mais qu'on ne pourra jamais identifier, dont on ne peut pas se saisir, qui passe par des voies aériennes, qui passe de ceci, cela, attention, tout le monde peut être contaminé à n'importe quel moment, etc. Et finalement, il n'y a même pas de remède, etc. Eh bien, ça a été tout simplement la mise en scène d'un monstre. Et c'est précisément parce que nous sommes laissés, la majorité, en fait, s'est laissée attrapée dans cette épouvante qu'elle a été sans défense. Et donc, c'est très important de voir qu'effectivement, c'est une construction mythologique qu'on nous a servi. C'est exactement du même ressort. Thierry pose une question. L'allégorie de l'Apocalypse est-elle aussi une grille de lecture? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, ce sont toutes ces paraboles des textes sacrés sont extrêmement, je pense, pertinentes. Chacun doit choisir ce qui lui parle, mais effectivement, je pense que ce sont des textes précieux aujourd'hui pour nous. Tu as évoqué, et effectivement, c'est un grand souci pour moi pour de multiples raisons, le fait qu'il pouvait y avoir autant de désinformation et parfois de comportements clivants, maltraitants, abusifs dans ce qu'on appelle la résistance que chez nos adversaires.
Bon, là encore, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manufactures derrière. Par exemple, il y a des fameuses fake news qui sont lancées à intervalles réguliers, comme Rainer Fulmich a réuni 10 000 avocats, il va y avoir des actions partout dans le monde, c'est complètement faux. Mais ce machin-là, on le voit circuler en boucle, parce que des gens qui savent pas très bien vérifier la qualité de l'information sont ravis en disant chic, enfin quelque chose. Ils le diffusent. D'abord, ça nous fait passer par des guignols, ça crée des faux espoirs. Donc, il y a des gens qui sont déçus. Et voilà, on sait que les officines, notamment de destruction de réputation ou de propagande, qui ont accumulé des savoir-faire monstrueux. Hein. D'ailleurs, un des neveux Qui de ont des Freud, moyens monstrueux qui que ont des nous moyens n'avons pas, monstrueux. nous. Donc, c'est vrai que dans les collectifs, c'est difficile aussi de préserver la santé. Guy pose la question, hein, il dit qu'il observe que dans les petits collectifs anti-vax, il y a une lassitude qui progresse et la pensée totalitaire est toujours là. Et il pose la question, est-ce que créer des ateliers d'art, de jardinage, permettent de créer des fenêtres pour faire changer nos perceptions et de faire une sensation de groupe dans une situation de stress, hein? Absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre régression psychique, alors là, vraiment, c'est quelque chose de très important sur lequel je travaille vraiment pour des années. C'est ce dont je suis fière. C'est cette conception théorique. Notre régression psychique, elle vient à la faveur de l'angoisse que nous n'arrivons plus à assimiler. C'est comme c'est comme un excès de toxines ou que nous pourrions avoir dans notre organisme. Et à un moment donné, nous commençons à tomber malades. Et bien, c'est pareil au niveau psychique. C'est un excès de stress, c'est un excès d'angoisse que nous n'arrivons plus à métaboliser. Le pouvoir le sait, le pouvoir envoie différents types de traumatismes pour ne pas laisser de capacité de réparation, etc. Donc, refaire plonger les gens dans l'angoisse. Il est extrêmement important de nourrir correctement son psychisme. Et le problème de toutes ces informations extrêmement angoissantes, de cette situation dans laquelle nous sommes, de façon lucide, qui n'est pas une situation tout à fait sécurisante, mais si nous mettons seulement le nez dessus, nous n'avons plus aucune ressource. Donc il est très important de toute façon de construire autre chose, pas seulement d'être en réaction à ce pouvoir totalitaire, parce qu'en étant en réaction à ce pouvoir totalitaire, le plus grand risque qu'on ait, c'est de développer des mécanismes en miroir, c'est-à-dire identiques. De se rigidifier de la même façon, de nourrir la même angoisse, les mêmes mécanismes de persécution, de chercher les infiltrés partout, de désigner des gens à la persécution, enfin, etc. Donc il est très important, encore une fois, de préserver sa santé mentale et sa nourriture. Bien se nourrir, c'est effectivement aussi comment on nourrit bien un groupe. C'est pas seulement se raconter qu'on va être dans la bienveillance, ça c'est des paroles. Comment on nourrit bien un groupe, comment on nourrit un couple, comment on nourrit une amitié, c'est en faisant des choses qui nous font du bien ensemble, tout simplement. Et que ce soit de la danse, de la sculpture, de la randonnée, de la cuisine, tout ceci n'est pas du temps perdu. Je crois qu'il faut vraiment bien se rappeler qu'au contraire, c'est du temps d'échange, c'est du temps de vie, c'est du temps de partage, c'est du temps de consolidation des liens, tous ces liens qui sont redoutablement attaqués, puisqu'on nous explique que notre voisin est notre ennemi. Donc au contraire, je crois que c'est très important, il n'y a rien d'inutile là-dedans. Alors, il y a deux autres sujets sur lesquels j'aimerais entendre tes élaborations. Le premier, c'est que c'est vrai qu'on a une position extraordinairement ethnocentriste en Occident. On a tendance à considérer que ce qu'on a vécu a été vécu partout, mais c'est totalement faux. N'importe qui est parti en Égypte au printemps 2021 ou au Maroc à l'automne 2022 et arrivé dans des pays où rien de ce que nous avons vécu n'a été subi par les populations. Rien. Le masque, c'était même pas envisageable de le porter. La guerre en Ukraine, ça voulait rien dire. L'Afrique a été magnifiquement exempte. Donc c'est vrai que c'est beaucoup les pays développés, là où le pouvoir est concentré, qui ont été soumis à ce matraquage de masse. En Asie, c'est un peu différent d'un pays à l'autre, mais il y a énormément de territoires où les gens n'ont pas du tout vécu et subi ce que nous avons vécu, n'ont pas été plongés dans la même réalité. Et chez nous, alors je te sais
peut-être, n'est-ce pas un bon critère, mais probablement plus pessimiste que lui, Michel Maffezoli, lui, continue à exprimer une forte confiance dans l'intelligence populaire, dans la sagesse populaire. Il dit, il y a aussi un décalage chez nous, c'est qu'on s'imagine, parce que les journaux et les politiques, les médecins disent ça, que l'immense majorité de la population pense ainsi, mais lui trouve que c'est faux. Et notamment, il donne des indicateurs, comme l'abstentionnisme. C'est vrai que si on additionne le lectorat, plutôt le nombre de journaux publiés de tous les grands quotidiens français, on est à 350 000 par jour pour 66 millions d'habitants. Moi, j'ai fait le calcul, parce que je suis en train de faire un livre, je me suis dit, tiens, mais combien de personnes ont été exposées à mes publications et aux vidéos que j'ai fait circuler? C'est probablement 35 millions de vues. J'ai 20 millions de vues écrites, d'articles que j'ai publiés ou republiés, dont certains des tiens. Et vous voyez, c'est-à-dire 35 millions de vues ou de lectures comparé à 350 000 publications quotidiennes des médias qui sont censés faire l'opinion. C'est comme si mes éditoriaux avaient été publiés 100 jours de suite dans chacun des journaux de la presse quotidienne. Donc, est-ce que on ne passerait pas aussi à côté du fait que finalement, les gens ne croient plus du tout qu'Olivier Véran, face à André Berkoff, est quelqu'un à qui il faut accorder la moindre attention, ne croient plus... Tu vois ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas, au fond, quelque chose de beaucoup plus solide dans des couches qui échappent un peu au regard parce qu'elles ne sont pas valorisées par les intellectuels et les élites. Alors, du point de vue de la croyance, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas que effectivement, peut-être une majorité des gens ne soit pas celle qu'on nous dit qu'elle est. Par contre, du point de vue des comportements, moi, je ne suis pas du tout optimiste. Du point de vue des comportements français, je suis plus optimiste sur les comportements colombiens. Pour quelle raison? Tu peux nous décrire un petit peu la différence que tu observes? Par exemple, j'ai vécu une situation au même moment. J'ai vécu une situation de diffamation en France. Et j'ai vécu une situation de diffamation dans mon quartier en Colombie. Mon quartier en Colombie, elle était réglée en 1 heure. Ouais. D'accord? Donc, l'ensemble du collectif a dit au gars, tu te calmes et tu t'arrêtes. Voilà, c'était réglé. En France, c'est toujours pas réglé. Donc, je crois que même si des gens ne sont pas dupes, en fait, ils n'ont pas retrouvé le courage de mettre des limites là où il faut les mettre, encore une fois. Et ce courage-là, ça fait très longtemps que moi, j'ai vu les choses, parce que moi, je suis née à Saint-Denis en 93, une époque où c'était assez intéressant d'y vivre quand j'étais enfant, mais j'ai vu la dégradation, et la dégradation s'est faite par notamment le fait que les gens ne disaient plus rien et comptaient sur une éventuelle police qui de toute façon ne venait pas, etc. On ne peut pas compter ni sur la police ni sur les institutions judiciaires pour faire le ménage entre nous quand il doit se faire entre nous, je veux dire. Et donc de ce point de vue, je ne sais pas quel terme mettre, mais de l'individualisme peut-être, de l'absence réelle de solidarité, du désintérêt pour l'autre, du désintérêt pour le collectif. Je ne suis pas optimiste du tout, moi. Donc je pense que, encore une fois, ce chemin se fera parce qu'il doit se faire, parce que de toute façon, encore une fois, si nous en sommes là, c'est parce que nous l'avons laissé faire. Voilà. Et nous continuons de le laisser faire. Moi, je suis désolée, en 2017, j'ai écrit un livre, Imposture des droits sexuels, par rapport au texte de l'OMS sur l'enfance. J'ai prévenu quand même une très grande quantité de collègues, parce que moi, à l'époque, j'avais été donc au comité éthique du Syndicat national des psychologues. J'ai enseigné dans plusieurs universités. J'avais un répertoire de 600 universitaires psy. Et j'avais également, je faisais partie d'une association de psy de protection de l'enfance, donc je me suis fait sortir pour le sujet. Donc voilà, donc ce côté, on ne veut pas se mouiller, et on m'a expliqué, il ne faut pas parler de réseau pédophile aux Français parce que les Français ils vont avoir peur. En fait, c'était juste des gens qui me disaient ça, c'est eux qui avaient la trouille. Donc le fait de toujours centrer son action ou l'orienter par rapport à la peur que l'on a, eh bien, ça donne le résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est tout. Des adultes qui sont incapables de défendre les enfants, de les protéger, et qui espèrent quoi de leur attitude pusillanime? Alors, tu mentionnes... uniquement, pardon, Jean-Dominique, et qui laisse uniquement quelques-uns aller au front.
en pensant que ça les exonère d'y aller, n'est-ce pas? Heureusement, il y en a que ça dérange pas trop d'aller au front, mais c'est vrai que c'est un peu lourd d'être aussi seul à la longue, parce que Évidemment. c'est vrai. Ouais, ouais. Cela dit, tu soulèves, alors, tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que moi, je suis très possibiliste dans ma tête. Je suis comme ça depuis toujours. Ce qui m'intéresse, c'est les possibilités. Après, elles adviennent ou elles adviennent pas. Elles sont réalisables ou pas. Et je vois effectivement dans ces ébranlements, dans ces lignes de crête qu'on évoquait, qu'il y en a une autre, effectivement, qui est la question de la pédocriminalité, dont tout le monde sait aujourd'hui que c'est un immense tabou, qu'il y a des réseaux au sein des élites, avec pas mal de paires de guillemets, qui voilà, s'en donnent à cœur joie avec des pratiques immondes et qui se couvrent et se protègent les uns les autres au sein de l'ordre des médecins, au sein de la justice, au plus haut niveau, qu'il y a du trafic d'êtres humains, qu'il y a voilà tout un ensemble d'abominations qui se passent là sous notre nez et dont effectivement personne n'ose parler plus ou moins à l'heure actuelle. Bon, parfois à l'occasion d'affaires comme celle de Palmade, alors je sais absolument pas ce qu'il en est, et vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout d'un coup, on se dit tiens, mais il y a des fils de ministres, il y aurait de la pédocriminalité, c'est bizarre, il se passe plein de choses, jusqu'où ça va. Et puis l'affaire Epstein aux États-Unis, qui est juste extraordinaire, parce que là-bas, vous avez donc un centre de pédocriminalité qui a reçu les plus grands entrepreneurs, politiciens et artistes en vue de la planète. Bill Gates y est allé 36 fois d'après les logs qu'on a. Et à chaque interview avec des journalistes qui osent jamais le questionner sérieusement, il dit oui, j'ai dîné quelques fois avec Monsieur Epstein, j'avais tort, mais ma foi, je pouvais pas savoir ce qu'il faisait. Oui, il a été 36 fois sur place. Et puis alors on nous présente ça comme étant des jeunes femmes de 16 ou 17 ans qui avaient été abusées pour venir faire des massages à des vieux monsieur, mais c'est pas du tout ce qui se passait sur l'île d'après les témoignages qu'on a, c'est autrement plus grave. Donc là encore, je veux dire, c'est pas, ça n'a pour l'instant aucun impact sur l'opinion publique et la révélation des dessous de ce qui se trame, mais on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas du feu qui couvre quelque part. Donc toi, dans la position qui est la tienne, ok, tu ne crois pas à un grand soir demain ou après-demain, tu penses qu'il va falloir résister dans la durée, que ça ne va pas être simple. Comment est-ce que tu envisages aujourd'hui l'action utile la plus juste pour toi en fonction de l'énergie dont tu disposes, des terrains de compétences que tu as développés, comme celui des droits sexuels, du harcèlement, des phénomènes totalitaires, et tous autant qu'on est, quelles sont les contributions qu'on peut chercher à mettre qui soient susceptibles d'être les plus aidantes dans la situation que nous vivons? Je crois que ce qui est très important, c'est de chercher la place qui est la sienne. C'est-à-dire que le totalitarisme, il met tout le temps à des places des gens qui ne devraient pas être à cette place-là. Donc, c'est très important de chercher quelle est sa place à soi-même, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire, parce que, et donc dans quoi on se sent investi. Voilà, ça je crois que c'est très important de récupérer cette légitimité. Donc, il y a fort à faire. Je dirais que pour moi, il y a notamment quelque chose de très important, un moment, un seuil où on va être dans une destructivité maximale. C'est la question de la sauvegarde et de la conservation de ce qui est important. Que ce soit en termes dans tous les domaines, en fait, de semences anciennes, par exemple, qui sont effectivement tout à fait attaquées puisqu'il s'agit d'une industrie alimentaire qui doit nous rendre absolument dépendants. Donc, il faut des semences qui ne se reproduisent pas, qui soient évidemment de piètre qualité, qui n'aient pas une histoire génétique, par exemple. Ça peut être, si soi-même on n'a pas l'âme d'un agriculteur, on peut aller soutenir ces agriculteurs, par exemple. Avec quoi on va reconstruire après? Moi, je crois que l'une des choses très importantes, c'est d'aller soutenir tous ceux qui sont dans un lien de transmission pour voir avec quoi on va pouvoir reconstruire. Si on a une planète qui est complètement détruite et puis on n'a plus aucune semence et que des trucs hybrides qui ne fonctionnent plus, on va s'alimenter comment? Donc, par exemple, ça me paraît un travail vraiment très utile et très fondamental. Donc, ça peut être simplement aller soutenir ces gens-là, soutenir des valeurs d'authenticité.
Ça peut être effectivement, on sait que la culture et les livres sont déjà très attaqués. Slobodan Despot, dans l'Antipresse, je crois que c'est du 12 février, a parlé des autodafés actuellement en Mhm. Ukraine, des millions et millions de livres brûlés. Donc ça peut être aussi, on sait qu'ils vont être réécrits, on sait tout ça. Donc est-ce qu'on peut aussi faire cette œuvre de conservation? En tout cas, moi, c'est ce qui me parle et que je pense très important. Mais on peut aussi essayer sans avoir encore trop d'ambition. Je pense que les politiques petits pas, c'est toujours très intéressant parce qu'au moins on est sûr de la réussir, alors que dès qu'on commence à avoir des ambitions de grands groupes, Mhm. etc., on est sûr que ça va exploser. Donc, faisons des petites choses au quotidien qui sont des grains de sable dans ce système-là. Mhm. Soyons le grain de sable qui nous ressemble à nous. Je veux dire, si par exemple il y a un tempérament un peu contestataire, on peut aussi aller mettre un peu le désordre à certains endroits, ça peut être intéressant, je veux dire. Donc ça dépend des tempéraments. On peut faire Mhm. une campagne d'affichage, on peut voilà, aller. Voilà, ça c'est à chacun de sentir ce qu'il. Euh, quelle est sa propre spontanéité, sa nature propre par rapport à son tempérament pour mettre son grain de sable. Je pense que la politique du grain de sable individuel est beaucoup plus efficace, encore une fois, que ces grands collectifs Ouais. qui vont être infiltrés. Voilà. Et puis, au Mhm. final, on va pouvoir les prévoir. Alors que, justement, nous, on est assez imprévisible si on est un petit grain de sable. Une autre chose que sur la piste de quoi tu nous avais mis très tôt et qui malheureusement semble se confirmer avec là encore peut-être des particularités, mais c'est que la conclusion naturelle de la paranoïa totalitaire, c'est la guerre, qu'elle va naturellement dans cette Et bien en direction-là. 2020. Hein. Oui. Ouais. Et là, on voit effectivement, et tout a été révélé. Angela Merkel a reconnu qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, que c'était juste pour se donner le temps de se préparer. Tous les efforts de négociation de paix qui auraient été possibles, bien sûr, ont été transgressés. Il y a cette propagande massive dans les journaux avec Bernard-Henri Lévy qui avait déjà été payé par le Qatar pour encourager à la guerre en Libye, qui actuellement fait feu de tout bois pour enflammer la France et envoyer des milliers de jeunes Ukrainiens se faire trucider au front, parce que c'est comme ça qu'il aime les pays qu'il aime. Mais est-ce que c'est la seule... Une question qu'on se pose tous, c'est que quelles sont les conditions d'effondrement possibles d'un délire totalitaire? Alors, il y a effectivement le fait d'aller tellement loin que tout est détruit et puis on reconstruit tant bien que mal sur une terre brûlée. Donc, ce qui est quand même pas très, très encourageant comme perspective. Donc, est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles dans l'histoire et surtout dans la dynamique propre? Est-ce qu'il y a des effondrements possibles? Et quelles seraient les conditions pour que cette bouffée délirante, à un moment donné, puisse s'éteindre ou s'effondrer sur elle-même, hein? Je n'ai pas de contre-exemple à l'autodestruction de ce système. Donc, Bien, bon, pensée voilà, optimiste du je jour. suis une pessimiste, mais c'est une forme d'optimisme parce que ça reste toujours finalement des bonnes surprises. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que comme je m'attends à Au pire rien, qu'on risque, c'est une bonne surprise. voilà, le plus grand danger qui puisse m'arriver, c'est la bonne surprise. Non, non, je n'ai pas de contre-exemple. J'ai regardé tout ça, et surtout parce que bon, quand je travaillais beaucoup dans les entreprises, évidemment, il s'agissait d'enrayer des dynamiques, et en fait, on les enrayait jamais. C'est une fois que c'est parti, c'est parti. Et il faut que ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est lié à la prise de conscience des gens. Et comme la prise de conscience des gens qui va ou pas croire à l'idéologie, qui va ou pas mettre une opposition, je veux dire, ok, il y a une politique guerrière, etc., mais on ne voit pas les peuples européens être tous en train de faire des sittings dans la rue pour dire on veut pas on veut pas la guerre. Je veux dire, donc là encore, il y a une neutralité, parce que je pense que beaucoup ne veulent pas la guerre réellement. Des gens bien Ouais. d'esprit préféreraient trouver il vaut mieux un mauvais accord qu'une guerre. Je veux dire, n'importe qui le sait de saint d'esprit. Il n'y a pas rien de pire qu'une guerre sur les populations. Mais on ne voit pas ces mouvements qu'on avait pourtant pu voir dans les années 70, etc. Donc, contre la guerre du Vietnam, on ne les voit pas. Donc, ça émane bien de la population. Ouais. Et s'il y avait ces mouvements-là, est-ce que...
Encore une fois, il suffit qu'une personne commence à prendre la parole pour que ça fasse des petits. Donc c'est simplement, moi, mon encouragement, c'est que chacun soit cette personne-là. Voilà. Mm. Oui, oui, et c'est vrai. Donc, il y a eu des sondages récemment qui montraient que 70% des Français étaient favorables à une solution négociée, n'étaient pas du tout favorables à une fuite en avant dans la direction de la guerre. Mais effectivement, on sent que ce ressort de passage à l'action est vraiment complètement grippé. Alors, il y a aussi, tu sais, les théories du tititainment de Brzezinski, c'est-à-dire toutes ces manières d'endormir la population avec de la mauvaise nourriture, des programmes télévisés débiles, enfin voilà, aussi de les enfermer dans des petites bulles de stimulation qui finalement sapent la prise de responsabilité par l'agir dans la réalité. Et ça, sur le plan anthropologique et philosophique, c'est quand même quelque chose. On sent aussi que le totalitarisme, il sidère. Et quand on est en sidération, ben, on va pas essayer d'exprimer quelque chose qu'on n'arrive déjà pas à penser. Mais effectivement, je te rejoins sur tout ce qui peut aider d'une manière ou d'une autre à retrouver ses esprits, et notamment dans le lien avec la nature et l'agriculture. Je me souviens que une des rares choses que le système pénitentiaire sud-africain avait accordé à Mandela, c'était de pouvoir s'occuper d'une plate-bande dans la cour de la prison qu'il occupait. Et il disait que ça avait été son dernier lien avec le monde. Et voir qu'à certains moments, les plantes germaient, qu'à certains moments, elles produisaient, et que le simple fait d'avoir ce minuscule lopin de terre, il pouvait même pas voir le monde extérieur, parce que c'était vraiment dans la cour, mais avait préservé un contact qu'il avait vraiment nourri de l'intérieur. Évidemment que moins on a, plus on est aussi susceptible de donner de la place à des choses aussi petites soient-elles, mais qui symbolisent cela. Donc je crois qu'effectivement, c'est important de résister de toutes nos forces à la dénaturation qui est actuellement imposée de manière massive, en nous renaturant de toutes les manières possibles et imaginables. Oui, et je crois que même dans le concept comment ça s'appelle là, des villes du futur où on ne va pas pouvoir se déplacer à plus de 15 minutes Ah de oui, le chez 15 soi. minutes, Enfin, oui. voilà, même là-dedans, en fait, c'est toujours délirant de penser que la nature ne pourra pas se trouver un chemin. Je veux dire, donc, elle en trouvera toujours un. Donc, il y a un regard à porter. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a ce que Bergson appelait l'énergie spirituelle, et nous sommes constitués de cette énergie spirituelle qui est dans la plante, qui est dans la... Et c'est de la sentir et de la voir qui nous nourrit, et qui précisément nous fait que nous ne nous assujettissons pas à croire que nous sommes des machines ou réductibles à des machines. Mm. Mm. Alors tu connais probablement, ou pas, je sais pas, l'équation du bonheur au travail. Je ne savais pas qu'il y avait une Il y a, équation. bah oui, il y a tous ces programmes tarte à la crème, tu sais, Happiness at Work, les Chief Happiness Officer, enfin tout ce bullshit pour aménager la souffrance et la maltraitance des gens au travail. Mais en Oui, fait, c'est ça. il y a une équation qui existe vraiment, c'est-à-dire que, et c'est vraiment bien documenté, ce qui génère un sentiment de bonheur, mais le meilleur moyen d'y arriver, c'est de surtout pas à chercher à l'être. C'est le fait de pouvoir faire usage de ses compétences et de les développer au service d'une cause noble dans le cadre de relations de qualité. S'il y a ces 4 paramètres, je peux mettre à profit ce dans quoi je me suis formé et ce dans quoi je suis devenu bon, je peux développer Alors, mes les compétences, 4 paramètres, tu dis, donc il y a, quel est le premier? faire La usage de ses compétences et compétence. pouvoir les développer, D'accord. apprendre de nouvelles choses au service d'une cause noble dans le cadre de relations de qualité. Et s'il Voilà. y a ces 4, en fait, on peut traverser plein de galères et vivre plein de choses difficiles, mais en ne perdant pas cet élan vital qui fait qu'on se sent accordé avec ce qu'on est en train de vivre. Et je trouve que c'est vraiment, c'est marrant, hein, comme quoi on peut transposer les choses. Il faut savoir aussi que dans le jargon managérial d'aujourd'hui, les valeurs fondamentales, tiens-toi bien, c'est défini comme ce sans quoi la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Si on retire de la vie l'amour, le respect, la bienveillance, la compassion, l'écoute, la tendresse, l'ouverture, la tolérance, la Le chocolat. curiosité, si on enlève tout ça de la vie, elle n'est plus vivable pour aucun d'entre nous. C'est parce qu'il y a ces valeurs immatérielles, voilà, qu'on se lève tous les matins en se disant, je vais probablement en baver, plus ou moins, mais en tout cas, la vie étant une longue suite de problèmes, une fois qu'on les redoute plus, mais qu'on se dit comment est-ce que je vais pouvoir les vivre, c'est effectivement, ça change la donne, quoi, j'ai envie de dire.
Et c'est vrai, il y a des commentaires qui vont dans ce sens dans le fil d'actualité, dans le fil de commentaires, c'est-à-dire que aucun d'entre nous n'aurait souhaité subir ce que nous avons subi depuis 3 ans. Et paradoxalement, ça nous a poussé dans certains retranchements, ça nous a mis en mouvement, ça nous a conduit à nous trouver, à nous rencontrer. Donc il y a aussi du bien qui ne cesse d'émerger par rapport à ça. Et par rapport à la question de l'optimisme ou du pessimisme, moi je t'ai déjà dit, donc désolé de radoter, mais j'ai ressorti l'archipel du Goulag au printemps 2020 et qu'est-ce que ça m'a aidé? Qu'est-ce que ça m'a aidé? Parce que ça permet de montrer jusqu'où ça peut aller, de se dire on n'est pas encore là, on est dans quelque chose de très grave, mais on n'est pas encore là. Et puis quand on voit l'ironie, l'intelligence, la sensibilité, la grandeur avec laquelle il a caché ce manuscrit dans son jardin, enfin dans plusieurs jardins. Oui, en fait. sur des microfilms. C'est vrai de pouvoir voir que de l'autre côté de cette abomination, il y a cet homme, grandeur nature, debout plus que jamais, et qu'ils n'ont pas réussi à détruire ou à arrêter. C'est vrai que pour moi, ça a été une inspiration immense. Donc voilà, je pense que tu n'objecterais pas au fait de relire certains classiques, de relire Hannah Arendt. Non, absolument. Il faut relire les témoignages, bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, celui-ci en fait partie. Tout à fait. Bien, merci Ariane. Nous arrivons gentiment au bout du temps qui nous était consacré, mais tu sais toute la gratitude que j'ai quant au fait que tu nous aies donné toute cette connaissance, tu veux partager avec nous ce fruit d'un long et dur labeur au long de beaucoup d'années. C'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, est-il cause plus noble une fois qu'on a acquis une connaissance valeureuse que de la partager avec d'autres? Je suis ravi de voir dans les commentaires vraiment à quel point les gens sont appréciatifs de ce que tu nous as apporté. Là encore, on pourrait se dire, ouais, m'inscrire à une masterclass sur penser le totalitarisme. Est-ce que c'est vraiment bon pour ma santé psychique? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais y trouver des nourritures reboratives et qui redonnent de l'espoir? Mais oui, parce que quand on met de l'intelligibilité et de la vérité sur les choses, pour moi, il n'y a pas de point de départ plus solide dans la vie que d'affronter le réel tel qu'il est, dans sa crudité, dans sa vérité, et d'observer qu'on ne s'effondre pas face à lui. En tout cas, pas avant un certain stade, on aurait tous notre limite. Donc voilà, il y a beaucoup de remerciements et d'appréciations qui sortent dans le fil de commentaires. Est-ce qu'on dévoile déjà le fait qu'on commence à travailler sur d'autres idées? Tu peux y aller, oui. Hein? Et justement, parce que, de nouveau, moi j'ai aussi produit une vidéo d'1h30 sur la manipulation perverse et qui a vraiment très très bien marché sur YouTube. C'est un travail à la fois intellectuel, parce qu'évidemment que je me suis beaucoup renseigné, mais qui barre sur une expérience personnelle, vu que j'ai été sous l'emprise d'un manipulateur pervers pendant des années, qui me faisait croire des choses qui étaient totalement fausses, qui savait appâter chacun. Donc moi, il brandissait des choses très éthiques et très compassionnelles, et c'était vraiment presque un sage, quoi. Sauf que c'était le dernier des salopards et que j'ai mis des années à m'en rendre compte. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais au bord de la mort. Donc j'ai vraiment vécu toute la séquence. Comme je suis assez costaud, ma foi, j'ai traversé l'histoire. Et puis la bonne nouvelle, c'est quand ce genre d'emprise s'arrête, on reprend vie très vite, on cherche à comprendre ce qui s'est passé, et donc on devient très expert en la matière. Donc c'est vrai que dans ce genre de... Sur cette personne. Pardon? Est-ce qu'on t'avait prévenu sur cette personne? Est-ce qu'on t'avait mis en garde? Non. Non, il y a quelques personnes qui m'avaient dit, ouais, quand même, je sais pas ce que tu lui trouves, il n'est pas particulièrement intéressant, mais non, rien sur la nocivité. Et voilà, mais en même temps, alors oui, Dieu sait si ça a été douloureux, mais qu'est-ce que ça a été formateur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que j'en connais un rayon sur cette question. Et puis on sent, je trouve, alors c'est vrai, tu l'as dit une fois, que tant qu'on n'a pas traversé soi-même certaines galères, c'est difficile de les apprendre, parce que même intellectuellement, c'est compliqué à penser. Mais je trouve que pour éviter cette répétition de la souffrance, et ce côté un peu démoniaque du fait que les pervers reprennent toujours et les paranoïaques le pouvoir, il y a un enjeu d'éducation et les gens sont preneurs et désireux de mieux comprendre ce type de phénomène. Donc voilà, on réfléchit au fait de monter une formation. Et puis une autre, parce que tu as écrit énormément de livres dans ta vie, j'en ai un certain nombre dans ma bibliothèque, mais pas tous, mais il y en a un autre que j'ai qui s'appelle Soyez solaire et qui me parle beaucoup parce que
Là encore, hein, il y a eu une tradition un peu doloriste dans la psychologie occidentale et notamment psychanalytique, hein, où on souffrait pendant au moins 25 ans sur un divan avant d'éventuellement voir le brouillard se lever par la fenêtre. Mais Dieu merci, il existe plein de ressources, euh, sans refouler la souffrance et ce qu'il a rencontré, mais pour entretenir notre vitalité, notre joie de vivre et surtout ce sens de la bonté fondamentale de l'existence, comme disent les bouddhistes tibétains. Quand on se pose et qu'on s'accorde avec le monde, on est rempli qu'il y a une bonté inépuisable autour de nous. Et donc, un autre programme auquel on pense irait dans cette direction aussi pour ne pas juste parler des pervers et du totalitarisme. Voilà, comment se désengager de toutes les formes de toxicité, c'est tout à fait d'actualité. Magnifique. Un tout grand merci Ariane. Merci à toutes les tous. personnes qui ont participé. Je mettrai le replay dès demain en ligne, de sorte à ce que les personnes absentes puissent le découvrir et si vous avez envie de regarder certains passages. J'espère que j'ai tenu compte au mieux des questions qui étaient posées. J'ai évidemment pas toutes pu les prendre, mais j'ai essayé de les mettre dans le fil de l'échange que nous avons eu. Et si jamais il y a certaines questions qui sont restées en suspens, déjà je vous prie de m'en excuser et puis voilà, elles resteront à élaborer dans d'autres cadres, avec d'autres personnes, mais je crois que vraiment ce chemin de rencontre avec l'altérité et d'enrichissement mutuel est vraiment à l'ordre du jour. Pour ceux qui ont suivi la masterclass, ils peuvent venir à mes ateliers confirmés. On a un petit groupe le vendredi à 17h30. Voilà, où on continue d'explorer ensemble en ayant un vocabulaire et un socle commun. Au mois de mars, ça commence ce vendredi, donc il faut se dépêcher pour les inscriptions. Ce sont des ateliers que j'essaye de maintenir tous les mois parce qu'il y a vraiment un cœur, un noyau assez solide et on travaille toutes nos questions. On a d'autres apports, voilà, pour approfondir, pour ceux qui veulent approfondir la partie phénomène totalitaire. Voilà. Et ça se fait en plus petits groupes, de manière plus interactive. Donc, c'était aussi une des idées, c'était de proposer cette masterclass comme une introduction à ces questions qu'après, voilà, tu élabores dans toutes sortes de propositions. Venir un mois, ils viennent ou pas. Enfin, bon, chacun, selon son besoin du moment, peut venir s'inscrire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Désolé, c'est trop tard pour prendre votre question. En plus, elle est passionnante. Donc, désolé, ce ne sera pas ce soir, mais effectivement, continuons à penser au sens noble. On sait tous qu'il y a une manière de mentaliser qui n'est pas forcément très bonne, mais quand on prend le temps de s'ouvrir, d'être dans cette rationalité sensible dont parle Maffezoli, la rationalité, c'est très important. Il faut être rationnel dans la vie, mais il faut que ça soit sensible et pas morbide, que ça soit vraiment en lien avec notre corporalité, avec le monde. Et quand on est dans cette qualité et les possibilités d'échange avec d'autres personnes dans cette attitude, c'est vrai que qu'est-ce que nous nous enrichissons les uns des autres et de tous ceux qui ont œuvré avant nous. Donc Shakespeare est peut-être actuellement mal vu par les autorités britanniques, mais enfin ça reste un auteur hautement recommandable et qui a pas mal défriché de choses sur la réalité de la nature humaine. Merci beaucoup à tous, à bientôt, merci Ariane. Merci à tous. Et puis moi en tout cas je me réjouis de lire ton livre sur la mythologie. Merci. Et les suivants. Au revoir. Au revoir.